Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ici pour parler d'un sujet grave, la peinture baroque urbaine. La peinture baroque urbaine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour parler de ce sujet grave, j'ai choisi de m'entourer de trois personnes qui, heureusement, ont le sens de l'humour. Je vous présente les trois personnes qui forment un groupe de peinture qui s'appelle Vive la peinture. À ma droite, Martial Jalabert. Martial Jalabert, bonjour. Bonjour. À côté de vous, Jean Gabaret, qui est aussi un des membres de ce trio. Monsieur Gabaret, bonjour. Bonjour. Également Michel Espagnon. Michel Espagnon, vous êtes donc le dernier membre de ce groupe qui s'appelle Vive la peinture. Et vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'est la peinture baroque urbaine. Vous verrez, c'est quelque chose d'assez surprenant et c'est pour cela que j'ai pris la précaution, avant de rentrer sur le plateau, de me vêtir d'une simple salopette. Attendez encore quelques minutes et vous verrez pourquoi cette salopette. Les années 80, c'est le moment où ce qu'on appelait à l'époque graffiti, je dirais, commence à émerger. En fait, ça a commencé en 68, probablement. Il y a eu les histoires de dessins politiques qui fait que beaucoup de gens se sont mis au graphisme qui avait du sens, des slogans politiques, et sont sortis des peintres de ces courants-là. Le Cueco, par exemple, qui en faisait partie, Fromanger, etc. Ernest Pignon, c'était un solitaire, il amorçait quelque chose. Et nous, on arrive encore une phase plus loin. Et alors que ces peintres-là, politiques de 68, ils manifestaient en disant « la peinture doit aller dans la rue, la peinture dans la rue, la peinture dans la rue », et nous on l'a fait. D'ailleurs ils nous ont dit c'est extraordinaire, nous on défilait. Notre mot d'ordre c'était la peinture dans la rue et vous l'avez fait. C'est un moment où vous avez cette tradition, j'allais dire, post-68 art, et puis d'autre part, donc, cette nouvelle école américaine qui débarque sur la scène parisienne. Après des années 80, donc, il y a eu cette arrivée du courant dit graffiti français, en parallèle, en comparaison avec un mouvement graffiti américain. Alors, la place de la France, elle est importante à plusieurs titres parce que je crois que c'est un pays, d'abord où il y a eu une forte production artistique, de VLP, de Paella, de Jérôme Ménager, bon, après de Nemo, Psychose. Bon. Il y a eu une forte production artistique qui était de qualité, donc du coup ça a gagné en forme de notoriété. Et aussi, la France est un pays où il y a eu une reconnaissance de ces pratiques-là. Si on s'intéresse effectivement proprement aux années 80 et aux années 80 en France, effectivement on peut mettre dans ces classiques des gens comme les VLP, comme Black Le Rat, comme Speedy Graffito, comme Jérôme Ménager ou comme Jeff Aerosol par exemple. Il fallait que la ville change, il fallait plus ces murs gris, il fallait que la couleur revienne et qu'elle occupe l'espace. C'était ça l'utopie aussi, c'était changer la vie, elle était là, elle se changeait d'elle-même, les murs changeaient de couleur, c'est une histoire merveilleuse d'ailleurs, qui continue. Nous ne sommes qu'au tout début d'une aventure esthétique nouvelle et je crois passionnante. En gros, c'est trois amis qui se retrouvent et qui peignent sur des murs. Ça a commencé dans les catacombes. On peignait, Ménager, avec qui j'étais descendu, était parti dans une salle à côté. Il prenait une salle à lui tout seul. Et puis nous, on avait décidé de s'attaquer à une salle. Donc on peignait sur un mur, un autre sur un mur. On se passe les couleurs quand il y en a un qui manque de couleurs. Et à la fin, il y a un résultat qui se passe. Bon. Donc on a remis ça une autre fois. Et donc chaque fois, on faisait une fresque à trois, quoi. On était fait pour se rencontrer, il se passait quelque chose. Voilà, il y avait un étincelle, il fallait que la ville change, il fallait plus ces murs gris.
On a eu besoin au départ d'explorer des endroits vraiment, je dirais pas tabous, mais en tout cas très proscrits. Et dans ces catacombes, on a bien déliré, on a beaucoup fantasmé, on a fait des choses très bien. C'était à peu près vers mi-83, plutôt fin 83. Ce qui est très sympa, c'est de descendre avec eux parce que c'est un peu comme des grands frères pour moi. Et j'ai appris qu'ils avaient choisi de s'appeler les VLP dans les catacombes. Et pour moi, c'est un honneur de les ramener ici et de partager ce moment et de faire une fresque ensemble. Et pour moi, voilà, c'est génial. J'aime pas trop la nostalgie, mais c'était un truc de fête plutôt punk. Mais là, bientôt pour Halloween, il va y avoir une fête de nouveau. Donc je pense que la musique, elle sera un petit peu différente. Mais c'est toujours l'Underground, quoi. Après les catacombes, donc nous sommes allés sur les palissades. Paris était en train de construire les halles. Beaubourg était en construction aussi. Et donc il y avait plein de palissades partout. Et on est allé là-bas et on a, plutôt que de laisser la publicité, c'était couvert d'affiches publicitaires, on s'est dit on va récupérer cet espace, y mettre de l'art, enrichir la ville, etc. Et donc on y est allé en plein jour avec des pinceaux. Et on a vu que quand les peintures étaient l'une à côté de l'autre, les mélanges de couleurs des lacs industriels, ça faisait de l'agadou. Et donc la palissade nous a obligés à un style au trait. Et donc on utilisait des couleurs pures pour que ce soit visuellement très frappant. Les VLP ont beaucoup fait d'œuvres urbaines, on va dire purement sur le terrain, comme des palissades. On les connaît aussi pour toutes ces grandes palissades avec des explosions de couleurs. Et puis l'inspiration aussi de cette époque des années 80 où l'art revenait à la figuration. Après l'art conceptuel des années 70, il y avait une volonté vraiment de rupture esthétique et artistique. C'est pour ça que la rue aussi a été importante. C'était le retour en fait à quelque chose peut-être de plus brut, de plus sauvage, de plus lâché. On peignait un peu comme on respirait, comme on vivait à cette époque-là. Il m'était apparu au début des années 80 avec l'émergence d'un mouvement assez important relié à une expression dans la ville. Venu des États-Unis, mais aussi qui émergeait pas mal en France, avec quelques noms comme Jérôme Ménager, Costa, Speedy Graffito, les VLP, enfin toutes sortes d'artistes qui commençaient un petit peu à s'exprimer. Le milieu artistique français était un petit peu bouché, il y avait certes la figuration libre qui explosait et qui, a revivifié le milieu artistique parisien. Les gens de ma génération avaient envie, de trouver une voie. Très longtemps, l'artiste ou le peintre ou le sculpteur sont restés dans leur atelier. Aujourd'hui, notre démarche, c'est justement de ne plus jouer à l'artiste de cette manière. Nous, on est des peintres, on peint, et la meilleure cimelle, c'est quand même la rue. C'est un phénomène de société, un phénomène de peinture. Plein de gens à la même époque ont eu à peu près les mêmes idées. L'idée d'aller dans les catacombes, d'aller dans la rue, de peindre, en ont eu marre d'être dans un atelier enfermés seuls avec eux-mêmes, ou dans une galerie où il y a très peu de gens qui viennent, sauf les jours du vernissage. Tandis que nous, par exemple, avec les palissades, ça nous fait une surface énorme de 6 mètres. Il y a beaucoup plus de gens qui les voient qu'enfermés dans une galerie. Il faut mieux qu'une toile soit éphémère et que des milliers de personnes l'aient vue, que l'avoir dans son atelier ou dans une galerie où il y a quelques dizaines de personnes qui viennent les voir, quoi. Mais au début, chacun peignait sur un carton ou sur une toile. Ouais. Voilà, là on se trouvait dans l'atelier de Michel et on faisait donc sur un carton, on faisait nos personnages. Voilà les cartons que l'on faisait, on les installait sur des murs dans la ville, un peu partout. On a essayé en fait de travailler le carton comme élément matière de récupération.
On les collait, on faisait des structures, on a fait des boucliers. Le pochoir, c'était typiquement français. Aux États-Unis, il n'y avait pas de pochoir. Nous l'avons utilisé, mais comme un logo. On pouvait faire des pochoirs sur les marches du métro jusqu'aux galeries pour indiquer. Pour nous, c'était de la signalétique. Et donc après, il y a eu le collage d'affiches. Bon, nous, on collait quand on faisait nos palissades, par exemple, à la Lac Industriel ou à la Bombe, on collait des fanzines. Si on doit décorer les palissades comme ça ou si on doit les laisser blanches? Personnellement, j'eusse aimé blanche, monsieur. Non, ça ne me choque pas, c'est amusant. Et après, je passe là tous les jours et je vois toujours des gens qui regardent et qui photographient même. Vous les connaissiez déjà? Pas du tout. Non. Pourquoi ils sont connus? Ouais. Nous continuons maintenant. Les années 80, on est dans ce que certains ont appelé les années Palace, c'est les années aussi des fêtes à Paris, du développement de l'art urbain. Vous avez d'un côté le graffiti qui se développe et d'un autre côté la scène de l'art urbain avec des pochoiristes, avec des peintres. Certains sont proches de mouvements qui sont considérés plus du côté de l'art contemporain comme la figuration libre. Après les battles artistiques sur le terrain de Stalingrad, tout le monde se retrouvait au Globo, tout le monde se retrouvait au Palace selon ses affinités. Banlieue, Blek, Raphaël Grès, Speedy Graffito, Ménager, Vive la peinture et les Globos étaient réunis vendredi dernier. Aujourd'hui, les peintres sont partout, ils peignent partout, surtout sur les objets, dedans et dehors. Premier groupe, Vive la peinture. On dansait, on peignait, on performait, les VLP ont été dans cette idée de fête également, et tout ça était un art participatif assez important. Umberto Eco, dans l'œuvre ouverte, disait que le spectateur finit l'œuvre, et nous, en quelque sorte, on tient à ça aussi. Le spectateur doit finir l'œuvre. Et donc, ces palettes de couleurs, c'est une proposition conceptuelle de possibilité de mélange de couleurs. Duchamp disait, c'est le regardeur qui finit l'œuvre. Même qui la transforme, qui en recrée une autre. C'est ça qui est extraordinaire dans la peinture. Vous avez des soirées où vous avez musique et des artistes qui viennent peindre en direct, des live paintings, avec des graffeurs, avec des urban artistes, si on peut les appeler comme ça. Et puis vous avez un travail vraiment de terrain, des artistes qui vont réaliser des performances. Les VLP ont beaucoup fait d'œuvres en performance, en public, dans différents lieux. Bienvenue au Club Le Baron. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Monster Children en concert et le duo d'artistes graffiti Vive la peinture qui vient d'entrer en scène et qui va faire une performance de façon simultanée avec le concert. I tried to change my ways, but there's too
Au début, on allait dans des fêtes, effectivement, des festivals, des choses comme ça. Il y avait toutes sortes de groupes. Et plus tard, on a été invité dans des endroits où il y avait des concerts comme la Locomotive, comme le Palace. Il y avait le Grand Rex. Et ils demandaient à des artistes de venir peindre en direct, ce qu'on a fait plusieurs fois. Il y avait souvent rien à accrocher. Alors on mettait nos toiles effectivement au sol et on peignait au sol et ça devenait à 3 un balai. Donc on voyait que par fraction. Et on avait une fois, par exemple, peint avec une peinture spéciale qui se voyait aux infrarouges uniquement. On marchait dessus et il fallait, là aussi, ça imposait une technique. Il fallait peu de couleurs, il fallait travailler au trait. Travailler en groupe, il y avait quand même le modèle du groupe de rock. Travailler en groupe nous semblait une expérience intéressante. On ne connaît pas beaucoup de gens qui travaillent comme ça, il y en a très peu. C'est une spécificité de VLP. C'est plutôt le rythme de la basse ou le rythme de la batterie, enfin les impulsions qui sont données, qui me stimulent pour peindre. C'était ça qu'il fallait, l'électricité était dans l'air. Nos pinceaux, c'était des guitares électriques en quelque sorte. On avait électrifié nos pinceaux. Évidemment, on est très différents. On a eu une vie avant VLP, on a emmagasiné certaines choses, mais on arrive à créer un nouveau peintre. Il y a des toiles qui nous surprennent parce que ni l'un ni l'autre n'aurions pensé à la faire seul. On est comme, on a l'habitude de dire, comme des danseurs presque pratiquement, et on improvise un ballet sur la toile. Les possibilités sont démultipliées, les connaissances sont démultipliées, et en même temps, ça fait partie de nos ambitions et politiques et rock, nos deux influences. Un peintre seul, il est là, il est dans sa bulle là, sur la toile. Tandis que là, il y a deux personnes, donc tu la travailles comme si tu la travaillais dans la rue. Bei mir ist jetzt Christoph Meisenbacher aus Trier. Er ist der Mann, der die französischen Künstler vermittelt. Wir haben am Freitag eine Vernissage ab 19 Uhr in Koblenz. Die 3 Künstler, Jean, Michel, Martial, haben sich dort getroffen, haben gesagt, wir wollen zusammen, wir haben gemeinsame Ideen, wir können etwas zusammen machen. Sie malen immer zusammen? Sie malen stets zusammen, also keiner malt einzeln. Dann muss ich jetzt doch mal fragen, wie ist das, wenn man immer so voneinander abhängig ist? Quand on travaille ensemble, on développe une énergie, une dynamique. Et un peu comme un groupe de rock. Ja gut, schneller voran, aber dafür muss ja auch immer erst abgesprochen werden, was man macht. Das kann ja auch Streit ergeben. Hinterher, wenn der Erfolg da ist, muss geteilt werden. Gut, man muss es vielleicht anders sehen, das Absprechen miteinander. Die 3 haben jetzt eine Erfahrung von 7 Jahren. Am Anfang waren Streitigkeiten da. Drei Maler, die in Frankreich für Aufregung in der Kunstszene sorgen, haben heute Deutschland-Premiere. In Stuttgart stellen die Künstler der Pariser Gruppe VLP ihre neuesten Werke aus. Sie wurden berühmt, als sie Hauswände und die Katakomben von Paris bemalten. Und so sieht das aus, wenn die 3 Franzosen in Aktion sind. Die Herren Espagnon, Gabaret und Jalabert arbeiten immer gemeinsam. In der Galerie Picasso führen sie vor, was sie in Paris zum Stadtgespräch gemacht hat. Sie selbst bezeichnen ihre Werke als Mischung aus Comicstrip, Rockkultur und Kunstgeschichte. Was vor ein paar Jahren als Graffiti, Straßen- und Untergrundmalerei begann, ist längst salonfähig geworden. Französisch steht VLP für Es lebe die Malerei. Dans la rue, il faut faire vite. Il fallait quelque chose de simple, comme une publicité. Tu vois, les gens, hop, ils le visualisent tout de suite, c'est terminé. Tandis qu'une toile, ça devient plus compliqué. On différencie la rue, on ne fait pas la même chose dans les boîtes de nuit. En performance, on le sait, déjà on nous interdit la bombe aérosol, ou etc. Et puis sur les toiles c'est un lieu bien spécifique. Voilà. On sait que c'est pas du graffiti, mais on recherche l'écriture graffiti. Le graffiti vient de graphine, c'est une trace. Mais la définition du début, c'était une trace non autorisée. Parce qu'on travaille dans la rue, les gens veulent nous appeler graffitistes. Mais en réalité, bon, on ne le récuse pas, on s'en fout, à vrai dire, c'est pas notre problème. On s'appelle Vive la peinture, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est de la peinture que l'on fait. Quand on fait ça, pour nous, c'est pas du tout une histoire de faire du graffiti, on fait de la peinture. Alors vous, exactement, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un graffiti? Votre groupe? Non, on ne peut pas dire qu'on soit des graffitistes. En fait, le graffiti, c'est quelque chose de, par définition, de très peu élaboré. Sinon, ça cesse d'être un graffiti.
ce qu'on fait est relativement élaboré, et même, je dirais, élaboré d'une manière très complexe, bien que ça ait l'air assez brut sur le fait. On peut donc pas dire qu'on est des graffitistes, nous on se sent des peintres. Vous êtes des peintres? Depuis qu'on est jeune, on se sent peintre, on continue maintenant encore à 3 se sentir 3 fois plus peintre. Nous avons une réflexion, une pensée globale sur l'art, et on la vit. C'est de l'art brut. En fait, c'est de la peinture sauvage, et ça reflète un esprit sauvage, avec des personnages figuratifs sauvages, mais qui parfois se perdent dans la couleur. On considère que le peintre, c'est une sorte de sauvage dans la ville, et donc on essaie de retracer cette donnée, et on travaille sur le sauvage urbain, le sauvage dans la ville, et parmi les actions célèbres de VLP, ça a été la prise de Fort-Mam dernièrement au Musée d'Art Moderne, mais auparavant l'attaque de Fort-Beaubourg par les sauvages, qui est pour nous, en fonction de notre culture, un peu le fortin de la culture, de la peinture. Et on a travaillé d'abord entre la Bourse et Beaubourg. On a trouvé que c'était symboliquement intéressant. Nous avions collé la station Bastille, et ça c'était pour une pièce de théâtre qui avait lieu au théâtre de la Bastille, qui s'appelait Ma vie et ma mort de Pier Paolo Pasolini, et c'était Richard Fordman. Ça c'est Fait et Fort, ça aussi c'était Jacques Lang qui avait fait ça, c'est là où nous avons fait des cadavreski. On est trois, d'abord pour le dynamisme, ensuite parce qu'à trois on fait 3 fois plus de choses. Il y en a un qui est en contact avec les médias, l'autre qui fait un truc, l'autre qui prépare un dossier. On est déjà beaucoup plus dynamique, et puis on travaille un peu comme un groupe de rock, on a beaucoup plus la pêche à 3, on se stimule, on fait des brainstorming, et quand on ressort on est vraiment super dynamique. Donc à 3 c'est totalement différent de la démarche seule, qui est une démarche frustrante en fait. La première fois qu'on a fait ça dans Paris, c'était surtout pour le fun, pour le plaisir, pour nous quoi. En fait, on se doutait pas quand on a commencé à faire ça de l'importance que ça aurait. En fait, en réfléchissant c'était vraiment la seule chose à ne pas faire pour avoir du succès en réalité, enfin ou pour être commercial. Ce qui nous intéresse, c'est trouver l'écriture qui corresponde à l'écriture de l'époque. Donc on est dans une recherche. À la fin des années 90, crise pétrolière, en effet, crise du coût de l'immobilier, et il y a eu un grand vide pendant plus de 10 ou 15 ans. Et après, petit à petit, c'est reparti dans les années 2000. C'est reparti. Nous, on était toujours là, on est resté toujours sur le bateau. Des gens sont revenus. Ça a intéressé, mais tout à coup, c'est le côté street art qui a démarré, c'est-à-dire les gens qui étaient vers Stalingrad et qui faisaient du lettrage sur les murs ont commencé à être à la mode, c'est-à-dire ce que faisaient les Américains en même temps que nous. Et ils ont ramené les autres, les dessinateurs en quelque sorte, avec eux sur le devant. Tout ça s'appelle maintenant street art. Aujourd'hui, ce qui emporte le morceau, c'est la bombe aérosol. C'est le tube à l'huile des impressionnistes, même qui sont allés sur le motif. Donc je crois que la bombe aérosol a permis à plein de gens d'aller sur les murs, sur les palissades, parce que c'est efficace, c'est moderne. Donc quand on commence une toile comme ça, on commence par l'écriture qui est en rouge dessus, là. On met un texte qu'on a défini en commun, et à partir de là, on improvise un personnage. Alors bon, on essaie de mettre toujours la tête de Zuman, et c'est fait à la bombe parce que volontairement, nous, on sait que ça va nous faire un dessin qui nous rappelle nos débuts dans la rue. On ne cherche pas à être un bon dessinateur, on essaie d'être un peu comme le punk justement en musique, on essaie d'être efficace. Ça rappelle beaucoup les palissades, hein, ouais. Quand même, on a intégré, c'est notre style, donc il est là aussi sur l'étoile. À la fin du siècle précédent, on s'est aperçu que l'homme n'apparaissait plus dans la peinture, ni dans l'histoire, ni dans la philosophie. On parlait de plein de choses, mais c'était plus le motif. On s'est dit, plus personne ne dit rien, on le regrettait, et donc c'est peut-être, s'est-on dit, aux artistes à prendre la parole. Et la parole d'un artiste, c'est sa toile. Et
donc on a créé un personnage. Bon, ça ne s'est pas appelé tout de suite Zuman, mais ce personnage, c'est le symbole de l'homme, et de l'homme que l'on voulait mettre au cœur de notre peinture. Paris, pour la vente de street art, est une des places fortes dans le monde. Bon, les maisons de vente parisiennes ont des grands noms, des grands formats de street art. Et les artistes de la figuration libre, qui ont été aussi très mis en avant par le marché à cette époque, ont eu un rapport un peu étrange avec lui. Et les artistes urbains, encore plus étranges, encore plus éloignés avec ce marché, et finalement certainement pas l'envie d'y entrer, et peut-être plus de le dénoncer. On peignait des crafts blancs qui faisaient à peu près 90 sur 60, on les peignait en atelier, on en a peint 100, en forme de lucarne de télé, numérotées, et on allait les coller dans Paris, sur les murs, sur les palissades. Ils ont surpris un galériste qui était en train de les décoller et qui s'est sauvé avec, et après il les a marouflés sur des toiles pour les vendre. Ah ouais, c'est bon, Nous on n'avait pas l'esprit mercantile comme ça, on faisait ça uniquement pour le fun à l'époque. Mais il y avait déjà des gens qui pensaient je vais faire de l'argent avec. D'ailleurs, quand on voit dans leurs œuvres, que ce soit les œuvres de Speedy ou des VLP, il y a quelque chose, peut-être une attitude punk. L'œuvre qu'on va vendre des VLP qui s'appelle Tommy, qui est une référence au Clash, on est vraiment dans l'attitude punk par excellence. C'est refuser justement le côté institutionnel, et le marché est une institution, institution financière, institution financière artistique. Et ça, c'est vrai que des artistes ont eu tendance à ne pas vouloir entrer sur ce marché. Leur âme vient de la rue, c'est cette essence, ce côté aussi sauvage de la rue, et puis l'idée de liberté. Dans la rue, vous peignez où vous voulez, vous avez des surfaces qui peuvent faire 4 mètres, vous pouvez vous lâcher artistiquement. Et en parallèle, ces artistes travaillent aussi dans leur atelier, ont envie d'être aussi, puisque ce sont des artistes, et qui dit artiste suggère la notion de diffusion de son travail. La rue, c'est aussi une diffusion. Il y a beaucoup de gens qui passent devant les œuvres, mais pour continuer ça aussi, il faut pouvoir être artiste à part entière et aussi pouvoir vivre de son travail. Quand vous faites un autre métier, vous ne pouvez pas vous consacrer complètement au développement de votre art, à y réfléchir. C'est une grande réflexion aussi d'être artiste. Déjà une vente aux enchères, là, celui-ci s'était vendu, là, une des premières ventes aux enchères. Si vous vendez votre travail, vous avez aussi une liberté, c'est de pouvoir vivre de cet art, pouvoir voyager, puisque les artistes urbains sont des artistes qui vont au-devant des gens dans le monde entier, et ça nécessite effectivement quelques moyens. Donc vous avez cette véritable liberté à aller dans d'autres secteurs urbains, faire d'autres rencontres. Et le monde de l'art urbain est un monde de liberté, donc il faut effectivement permettre aussi à ces artistes de pouvoir continuer à s'exprimer. Aujourd'hui, les choses sont devenues un petit peu plus officielles, en quelque sorte. Vous avez des murs légaux, par exemple. Et c'est l'importance aujourd'hui du marché de
s'intéresser aussi aux artistes pionniers comme les VLP, comme Speedy par exemple. Donc ça c'est aussi important de s'intéresser à l'histoire de ce mouvement et voir aussi quels ont été les jalons, les pionniers. Par exemple, là, dans ma vente du 4 février, j'ai une partie historique avec les pionniers américains du graffiti des années 80, des toiles du début des années 80, mais aussi les pionniers de la scène européenne, de la scène française, avec des artistes comme Jeff Aerosol, comme Speedy Graffito, comme Lec le Rat ou les VLP. Il faut que ça reste quelque part. Tu vois. On n'a pas de traces. Taki 183, ses premiers graffitis, on a que des traces de photos, mais on n'a pas de... Donc c'est pour ça que les gens qui me disent, par exemple, pourquoi vous allez en galerie, pourquoi vous montrez des tableaux, parce que c'est un simulacre, bien sûr, mais c'est en même temps une mémoire de ce qui s'est passé dans la rue qui doit rester quelque part. Bon, c'est pour ça qu'il faut aussi participer au marché, parce qu'on sait quand une toile prend de la valeur, les gens qui l'ont, ils vont pas la mettre à la poubelle, quoi, voilà, en gros. Hein. C'est ici, l'adjuge, adjugé. Il y a des gens qui étaient célèbres au début du siècle dernier qui ont totalement disparu. Si on laisse les choses se faire comme ça, il y a de grandes chances que ça disparaisse, même si on a une certaine notoriété. Donc, il faut savoir que si on n'entretient pas VLP, effectivement, le nom, il tombera comme tous les autres noms. C'est aussi important que l'institution s'intéresse à cette forme d'art qui révèle beaucoup de choses. On manque aujourd'hui peut-être de cette approche institutionnelle, d'un lieu qui serait plus consacré à l'institutionnalisation de ce mouvement. Et si la rue était le dernier espace de liberté des artistes? C'est en tout cas la conviction de Vive la Peinture, un des plus anciens groupes français d'art urbain toujours en activité. Un art pop et engagé à découvrir à la Baule jusqu'au 15 août dans une rétrospective monographique. Christophe François et Frédéric Grinchec vous en donnent un aperçu. Tout droit surgi des années punk, Jean et Michel, pionniers français du street art, cette discipline qui n'aimait pas la discipline, se mélange les pinceaux depuis 35 ans. Tout démarre en 1983 lors d'une soirée dans les catacombes, des peintures murales à 4 mains dans l'urgence et les sous-sols parisiens, puis une remontée en surface pour conquérir le monde et signer VLP, Vive la Peinture. VLP, c'est le troisième peintre, c'est le peintre. Nous sommes derrière lui. Si Jean peignait seul ou moins seul, ce serait tout à fait différent. Donc c'est lui, VLP, c'est le peintre. Nous avons échangé notre ego contre un logo. Dans un monde culturel où la consécration arrive après 50 ans, VLP n'attend pas son tour et crée ses graffitis, en toute liberté, en toute illégalité, entre deux descentes de police. Pour nous, le street artist tel qu'on l'a envisagé au début, c'était une sorte d'Indien dans une réserve, c'est-à-dire qu'on disait que la peinture était morte dans les années 80. Et nous, on a pris ça comme un jeu et on se situait comme des Indiens attaquant Fort Beaubourg. En l'an 2000, VLP crée Zouman, un personnage récurrent qui intervient quand il veut dans les peintures, car Zouman a son mot à dire. Il représente l'artiste universel. C'est le descendant de l'Indien d'origine. Et nous, comme nous sommes utopistes, nous pensons que l'art sauvera le monde. Et donc, il est le représentant, un des derniers combattants un petit peu de cette idée-là. Mais Zouman ne tient pas en place. La preuve, il est sorti récemment dans la rue pour s'afficher et interpeller. Zouman Cogito, il représente l'être humain, l'artiste, et il se pose des questions dans les bulles. On essaie de se réapproprier l'espace urbain, ne pas laisser uniquement aux publicitaires, et aussi dans les messages, laisser des messages qui vont créer le doute, semer le doute. On se demande ce que c'est. Ce monde est flou. Dans le contexte du lieu, à Saint-Nazaire, quand on écrit « Je résiste », ça a un sens. Normal, me direz-vous, c'est de l'art de la rue? Oui, mais une rue à la Baule.